Salut tout le monde, bienvenue dans un numéro d'une nouvelle série on verra, mais sur des focus sur un master particulier et même sur une version d'un master particulier. Et aujourd'hui, on va parler de Rasputina, la version titrée, la numéro 2, avec Kalitika. Salut Kali. Salut à tous, salut Elrim. Bah écoute, on va commencer par lire la carte du master pour voir un peu ce qu'elle fait, et puis après on expliquera un peu ses combos, son plan de jeu, etc. Ouais, ça marche. Alors, Rasputina, elle a des stats, moyennes, pas énormément de PV, 11. Elle a un trigger défensif qui est vachement bien, sur défense et willpower sur un tome, pas intégré qui est, after resolving, on termine l'activation du modèle qui attaque, ce qui oblige un peu à, bah, focus attaque, ce qui oblige à faire attention à ses actions. On peut pas flurry, on peut pas onslaught, ce genre de truc. Elle a Cryosleep, qui est une règle que, j'utilise pas énormément, je sais pas toi, qui fait que les, gens du mot-clé peuvent traiter les corpses comme des Ice Pillars et inversement. C'est très, très fort. En fait, c'est vraiment très utile. On verra aussi après pourquoi, notamment grâce aux gratuites de l'intégralité du mot-clé. On verra que, en fait, la plupart des modèles ont en gratuite le fait de pouvoir manger un corpse marker pour se soigner. En fait, grâce à cette règle-là, du coup, ils vont pouvoir manger éventuellement un Ice Pillar pour se soigner, ou utiliser la règle Ice Mirror qui arrive un petit peu après, pour pouvoir utiliser les corpses comme des, pylônes. Et donc c'est une règle qui est assez forte et assez utile, notamment quand l'adversaire va avoir des living ou des beasts et qu'il va commencer à, au fur et à mesure des morts, bah, y avoir pas mal de corpses sur le champ de bataille. C'est un vrai plus qu'elle a et qui est vraiment intéressant. Mmh, d'accord, OK. Ensuite, elle a Ice in the Veins, quand une personne de son mot-clé shield 1 ou moins dans ses 8 pouces en aura, donc en ligne de vue et push, il gagne un shield. Et elle, notamment push, mais pas que. Ensuite Ice Mirror, donc ce que tu disais, qui est une règle qui est possédée par elle et des minions de son mot-clé qu'on verra plus tard, qui fait qu'elle peut prendre toutes ses actions non mêlées en prenant la ligne de vue et la portée depuis un Ice Pillar en aura de 8. Ce qui implique aussi les actions d'interaction, donc pour interagir sur des stratégies ou pour, voler des tokens ou ce genre de choses. Aussi les slams, les assists et tout ce qui peut se faire en fait simplement à distance, quoi. Oui, et ça c'est, bah, un peu la règle signature de Rasputina, et ce qui fait entre autres qu'elle est extrêmement forte, dans ce GG. C'est ça. Il y a un petit malus qui est que, il faut défausser une carte pour, déclarer, les triggers quand on fait ça. Sinon elle est rushless, donc elle ignore, Terrifying Manipulative, et ensuite elle a des attaques. Son attaque de mêlée, elle, en particulier, peut prendre la ligne de vue et la portée depuis un pilier. C'est une attaque qui a 2, 4, 5, donc c'est une bonne attaque de mêlée qui a, 2 triggers sympas. Le premier er Mutilate qui donne slow ou plus un dégât si la cible est déjà slow, et deuxièmement, que sur un ennemi, on pousse tous les modèles autour de Rasputina ou du pilier par lequel on a pris la ligne de vue de 2 pouces dans n'importe quelle direction. Et donc si c'est des alliés, ça déclenche Ice in the Veins, et cetera. Elle a un tir, donc qui est une attaque à distance, donc qui fonctionne pas sur langage, avec un corbeau intégré. Sur le mouvement, 6 sur le mouvement, on pousse la cible de 4 pouces dans n'importe quelle direction, et ensuite si c'est un nom, de son mot-clé, et ben il prend 1, 2, 4 dégâts. Avec donc le trigger de corbeau intégré, le même que l'attaque de mêlée, il donne slow ou plus un dégât si la cible est déjà slow, et ensuite un deuxième trigger qui est qu'on crée un pilier de glace en basse contact avec la cible, et tant que, comment dire? Le pilier existe, et bah, la cible ne peut pas être bougée ou enterrée. C'est son action principale, mais on va vite fait lire la fin. Sa bonus, c'est en gros une shockwave, mais qui se fait autour d'un pilier de glace qu'elle pose à 12 pas, ce qui lui permet notamment de poser un pilier pour pouvoir prendre ses actions à travers, avec un trigger de search pour piocher une carte, et c'est une invocatrice, donc elle a une action d'invocation avec, le symbole, qu'il faut payer, comme, tous les masters à invocation, et la particularité de elle, c'est que quand elle invoque la cible, elle arrive avec une upgrade qui lui donne +1 d'armure. Et bah, voilà le master. Est-ce que tu as envie qu'on commence à en discuter ou on lit le totem, avant? On peut lire, rapidement le totem. De toute façon, il a pas 150 000 règles, hein, c'est l'avantage et puis effectivement après on revient dessus. Ça marche. Bon, son totem, effectivement, il a pas grand-chose, enfin pas grand-chose, hein. C'est pas un mauvais totem, il a 6 de mouvement, qui le rend assez rapide. Il n'est pas insignifiant, ce qui est plutôt une bonne chose dans ce GG, ce qui était, plutôt une mauvaise chose dans d'autres GG.
Il a Compagnon qui fait qu'après qu'un allié finit une activation dans ses 6 pouces, lui peut défausser une carte ou un pass token pour s'activer. Plus intéressant, il a, Frozen Conduit, ça veut dire qu'il compte comme un pilier de glace pour Ice Mirror. Ice Mirror, c'est la capacité qui fait qu'on peut prendre les lignes de vue depuis un pilier de glace. Donc il peut s'avancer et Rasputina peut prendre ses actions, à travers lui si elle est dans les 8 pouces. Il a une demise qui le transforme en pilier de glace, donc même si on le tue, il y aura toujours moyen de prendre la ligne de vue à partir de l'endroit où il était. Sinon, il a une attaque de mêlée, bon, une attaque de totem quoi, stat 5, pas de portée, enfin 0 pouce, 2, 3, 4. Un trigger qui fait que si, il tue, ce qui arrive relativement rarement, et il mange la cible, donc il se soigne et la cible pose pas de marqueur. Et par contre, quelque chose de beaucoup plus intéressant, une fois par tour, il peut copier une action non mêlée d'un modèle avec Ice Mirror qui est dans ses 10 pouces. Alors il a une stat uniquement de 4, mais ça fait qu'il peut copier les actions de Rasputina et des Silent One qui sont des minions qu'on verra un peu plus tard, mais globalement il va souvent copier les actions de Rasputina. Et il a donc la bonus dont tu parlais qui est commune à quasi tout le mot-clé, qui est que Grimfist, on peut manger un cadavre et se soigner de 1, 2, 4. En sachant que Rasputina peut manger, enfin pas Rasputina, mais les Silent One peuvent manger des cadavres à partir de piliers de glace, ce qui n'a pas beaucoup de sens conceptuellement, mais ça fonctionne comme c'est pas une action de mêlée. Bah écoute, voilà donc Madame Rasputina avec son totem. Et bah écoute, vas-y, je vais te laisser nous parler un peu de qu'est-ce qui fait qu'elle est bien, et bah du coup, ça va être quoi son plan de jeu? Ouais, alors, son plan de jeu, évidemment, il se révélera un petit peu plus avec la suite du mot-clé, notamment, avec le golem de glace qui va être très central, on va le voir dans la compo. Mais à la lecture simplement du profil, on va se rendre compte déjà que c'est un master qui est très contrôle. C'est pas forcément un master qui va faire, des gros dégâts assez naturellement. Si on veut commencer à faire des dégâts, il va falloir, set-up quelque chose ou avoir des focus ou, on n'a pas un master qui a 3 dégâts d'entrée ou qui va multiplier les attaques. Non, ça va être assez simple. Par contre, effectivement, on se rend compte que c'est un master qui va être très contrôle puisque son tir, qui est, son attaque un petit peu de base, à portée 8, donc elle peut tirer à travers un pylône. C'est-à-dire qu'elle peut relayer grâce à Ice Mirror, à travers un pylône qui est à 8 pas. Donc ça veut dire que j'ai mon master, 8 pas plus loin, j'ai un pylône qui fait, un petit peu plus de 1 pouce et je peux encore cibler quelque chose qui est à 8 pas. Ça veut dire qu'au final, elle peut tirer à 8 et 8, 16 plus un petit peu plus de 1 à plus de 17 pouces. Donc en fait, c'est extraordinairement loin. C'est un des tirs les plus loin du jeu qui est conditionné au fait d'avoir un pylône à 8 pas de soi. Et ça tombe bien, elle pose un pylône en gratuite sur un 4. Donc c'est assez facile pour elle, dans la même action finalement, de poser un pylône et d'aller faire un tir à l'autre bout du monde sur une cible. Dans la même activation. Oui, dans la même activation, pardon, j'ai dit la même action, un peu fort. Dans la même activation, effectivement, pardon, de faire sa gratuite et ensuite de tirer à travers son pylône. Et là où c'est, encore plus fort en termes de possibilités, c'est que du coup, elle va pouvoir quasiment tirer à angle droit. Parce que même si elle ne voit pas une cible qui se trouverait, par exemple, derrière une forêt ou, cachée derrière une maison, elle va pouvoir positionner un pylône à l'angle de la maison ou à côté de la forêt. Finalement, voir quand même la cible à travers le pylône. C'est ce qu'on va appeler, pour les joueurs de War Machine, on appelait ça arc nodé finalement, un sort à travers, en fait, un autre élément de jeu. Et en plus, elle peut, cibler une figurine qui a stealth, donc que normalement on peut pas cibler à plus de 6 pouces, si le pilier de glace est dans les 6 pouces de la cible. Donc ça veut dire qu'elle peut tirer sur une cible qui a stealth à 15 pouces, si elle est placée, enfin si son pylône est bien placé, quoi. Ouais, c'est ça, exactement et donc effectivement, voilà, ça lui donne une menace, en fait, qui est assez extrême. Elle est sur un socle 40, ce qui paraît, pas forcément très important, mais finalement, du coup, fait qu'elle a un petit peu des grosses fesses pour pouvoir pousser, exactement où elle veut. Donc cette capacité à arc-noder, elle est assez fondamentale et encore une fois, dans un GG qui est très interaction avec une grosse importance du prise de centre de table, avec des pylônes qui sont souvent, enfin ou des interacts qui vont être assez proches du centre de table ou parfois très éloignés, et d'avoir cette capacité finalement sans trop bouger, de pouvoir aller chercher des actions d'interact, on va être dans l'économie d'action et ça va être pour elle très important. Et du coup, l'essentiel de son gameplay, ça va être d'être vraiment là sur le contrôle. On va avoir une gratuite qui va pouvoir éventuellement provoquer une shockwave, mettre du slow, mettre un pylône de glace pour ralentir l'adversaire.
On va pouvoir tirer sur l'adversaire pour lui faire des push de 4 avec un trigger automatique de slow intégré. C'est-à-dire que si elle tire 3 fois, elle peut théoriquement faire, sur 3 figurines adverses push de 4 slow, donc elle va ralentir énormément l'adversaire. Et on va voir que c'est un crew qui, à part deux trois modèles qui sont, un peu plus mobiles et un peu plus, gameplay, que finalement c'est un crew qui a assez peu de gratuites très fortes. C'est pas, un crew qui va multiplier les onward, qui va multiplier, les interacts en actions gratuites ou ce genre de choses. Donc finalement, ça va être un crew assez élite, avec peu d'actions au total, dans un GG qui demande beaucoup d'actions. Donc l'essentiel de son gameplay va être d'essayer de réduire énormément le pool d'actions de l'adversaire, en le gênant avec des pylônes, en, lui mettant des slows, en le faisant reculer, ou au contraire, en essayant de l'attirer à lui pour ne pas avoir à bouger et lui donner un maximum de dégâts, grâce à ce qui va suivre. Et pour finir, le dernier atout qu'elle a effectivement, c'est de pouvoir invoquer des modèles, pour invoquer les minions living de sa faction. Donc il y en a pas des masses, hein, il y en aura que 3 possibles. Et notamment avoir la capacité d'invoquer des tireurs, qui vont lui permettre de fiabiliser un petit peu son deck et surtout, bah, de continuer à mettre des slows et à contrôler le champ de bataille. Donc vraiment, elle va être intégralement axée là-dessus, quoi. Mmh. Ouais, effectivement, c'est un master qui génère, bah, pas mal de, comme tu disais, d'économies d'action, avec un tir qui, retire une action adversaire et qui le déplace, hein, avec une action d'invocation qui va pouvoir produire plus d'actions par la suite, surtout que dans ce GG, les invocations sont plutôt fortes. Pas mal de choses comme ça. Et elle va gêner le passage, si elle pose bien ses piliers de glace qui obligent l'adversaire, bah, à slam ou à contourner, économise pas mal de mouvements comme tu disais au début avec, Ice Mirror. Donc globalement oui, une de ses principales forces, c'est d'arriver à, au cours de la partie en fait, avoir beaucoup plus de value que l'adversaire parce que, bah, comment dire? Souvent pour, une action qu'elle fait, ça en mange, plus qu'une de l'adversaire. Ouais, c'est ça, voilà. Le but, effectivement, ça va être dans le trade et il va falloir que tout ce que Rasputina fait, il faut qu'une action qu'elle fait ou que son crew fait essaye d'en coûter plus à l'adversaire. Si on n'est pas dans ce trade d'action, finalement, on va perdre. On n'est clairement pas dans un swarm, on n'est clairement pas dans un crew qui va se donner des fasts, donc il va avoir vraiment il a pas «le temps» entre guillemets de tout faire. Donc il faut ralentir encore plus l'adversaire. Et elle va imposer ce style un peu de dire, je vais pas laisser l'autre tranquille, mon plan ça va être d'essayer de ralentir le plus possible. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'on ressent vraiment ce côté, bah, l'hiver, le froid, tout va être figé dans la glace et ça va être ça, hein, le but, ça va être vraiment de faire prendre les pieds dans la glace à l'adversaire et de faire en sorte qu'il bouge le moins possible, quoi. Bah, du coup, est-ce qu'on passerait au golem pour, parler, bah, justement du plan de jeu principal? Exactement. Eh bah, écoute, allons-y. On va présenter le golem vite fait. Donc, c'est un golem comme, les autres golems, c'est, une figurine qui est très lente, qui a 2 mouvements, mais qui est assez résistante, 9 points de vie, 2 d'armure. Donc ce golem est une des figurines qui frappe le plus fort du jeu, grâce au fait qu'il a une action de mêlée stat 6 qui fait du 3-4-6, mais qui a un trigger de bélier qui fait que ça fait plus un dégât, ou plus 2 dégâts si la cible est slow. Donc il fait du 5-6-8 si la cible est slow, et qu'il a un bélier, mais tant qu'il est à 1 pouce d'un pilier de glace, il a un bélier automatique à tous ses duels, donc il fait minimum 4-5-7, et il a Fleury qui fait qu'il peut frapper 3 fois par tour. Ceci étant dit, c'est pas cette action-là qui va être la plus intéressante, ça va être Blizzard. Blizzard, c'est une aura de 4 pouces, hasardous autour de lui, qui est ignoré par ses alliés du mot-clé, mais surtout, si jamais il retire un pilier de glace au moment où il prend cette action, et bien ça devient hasardous 2. Ça veut dire que chaque fois qu'une cible fait une action ou est déplacée dans le hasardous, elle prend 2 dégâts. Et il a une bonus qui fait qu'il peut soigner 2 par pilier de glace qu'il retire autour de lui, et comme on en pose plein, bah voilà, il se soigne énormément. Et ah oui, tu lui associes Soulstone Cache, qui est une Oui. upgrade assez connue d'Arcaniste, qui fait qu'il peut utiliser des Soulstones, donc ça lui permet notamment de se protéger, et qu'il peut ajouter une Soulstone, enfin comment dire, on gagne une Soulstone à chaque fois qu'un adversaire meurt dans ses 3 pouces. Et du coup, vas-y, je te laisse, et tu peux nous parler du plan, comment dire, Rasputin à Golem.
Ouais, bah, du coup, voilà, on voit effectivement, c'est vraiment le pilier central de la composition Rasputina, c'est la plus grosse menace qu'elle va avoir. C'est-à-dire que, alors elle a évidemment d'autres menaces, mais ça, c'est ce qui va vraiment gêner énormément l'adversaire. On est sur un modèle qui est taille 4, donc bah, la terre entière verra, hein, parce que même un taille 3 ne le cachera pas. Il y a que les pylônes de glace finalement qui sont également taille 4 qui le cacheront. Mais il est en plus sur socle 50, donc vraiment il est visible. Et il a une aura de 4 effectivement, qui va imposer 2 dégâts à tout ce qui va, rentrer ou faire des actions dedans. Donc ça veut dire qu'on a finalement au centre de la table, 50 millimètres de socle, donc soit quasiment, 2 pouces, hein, plus 4 pouces de chaque côté. Donc en fait, on a un disque de 10 pouces de diamètre, qui est une zone de hasardeuse de dégâts. C'est une espèce de no man's land dans lequel, chaque mouvement, chaque action fera 2 dégâts et ça va faire fondre totalement, les crews adverses et tous les modèles adverses qui vont rentrer dedans, qui seront sensibles au hasardeux. Donc effectivement, on fera rien à tout ce qui est incorporel ou tout ce qui est Death of Malifaux, qui va ignorer les hasardous. Dès qu'on va avoir des modèles avec de l'armure ou ce genre de choses, ça va amoindrir. Mais sur la plupart du reste, ça va énormément les blesser. Et une des grosses erreurs qu'on va avoir sur la lecture de ce golem, finalement, ça va être de négliger ce blizzard. Parce que comme tu l'as précisé, on est sur un des modèles, notamment un des golems qui tape le plus fort du jeu, hein, avec une entrée quasiment automatique à 4 de dégâts, qui peut monter à 5 si c'est slow. Et on a vu qu'avec Rasputina, qui va slow dès qu'elle va toucher et qui va poser des pylônes partout, c'est extrêmement facile finalement d'avoir son 4-5 dégâts. Mais utiliser le golem pour aller justement au corps à corps et faire du dégât, on va voir que finalement ça va être beaucoup moins rentable qu'utiliser vraiment à son plein potentiel le blizzard. C'est quasiment la première action de chaque tour, on verra en fonction des autres modèles, mais à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'extrêmement critique qui amène ou retire un point de victoire, à chaque tour quasiment, il va falloir activer son blizzard en première activation, donc ce qui va un petit peu contraindre l'ordre d'activation du tour. Mais on doit quasiment se dire, première activation, je prends l'initiative, j'active mon golem, il blizzard et si éventuellement il a quelque chose à aller frapper, il y va. Mais se dire, j'ai un ennemi qui est à 8 pouces, je fais mouvement et je vais le charger, on va pas activer le blizzard et ça va être dramatique pour le reste du tour. Donc vraiment, ça doit être la première action et c'est ce qui va conditionner l'intégralité de l'efficacité du crew. On a vu que Rasputina, elle a un tir, son tir principal, c'est un push de 4 qui met slow, et qu'elle peut faire assez loin. Donc vraiment, le plan, ça va être toujours de mettre le golem relativement en avant. Si elle a besoin et si on va craindre le contrôle de l'adversaire parce qu'il va pouvoir le bury ou le push ou le beaconing call ou le lure, on va avoir plein d'actions comme ça qui peuvent le bouger. Je vais également pouvoir faire un tir dans mon propre golem avec Northern Wind pour aller chercher le trigger de livre. Donc il va me falloir simplement un 4 de livre pour lui accoler un pylône de glace. Et tant que le pylône de glace sera là à côté du golem, le golem ne pourra être ni bougé ni bury. Donc on va vraiment fiabiliser cette stratégie de dire j'ai mon golem posé au milieu de la table, il ne bougera pas, et maintenant je vais faire en sorte que tout l'adversaire vienne à la rencontre du golem. Et là, je vais pouvoir utiliser le Northern Wind sur l'adversaire pour dire je te tire dessus, push de 4 slow, t'arrives dans l'aura du golem, donc mon tir t'inflige 1 de 4 dégâts, plus 2 grâce au Hazardous. Et ce qui fait que finalement, son tir à portée 8 qui push de 4 slow devient avec quasiment une entrée de dégâts à 3 dégâts, parce qu'elle va faire une occurrence de 1 plus une occurrence de 2 dégâts grâce au Hazardous. Et en fait, l'intégralité du coup, on va le voir, chaque action de chaque personnage quasiment va push en touchant. Donc c'est un coup sur lequel on ne va pas aller chercher finalement les dégâts max, de dire ok, Rasputina elle peut faire 1, 2, 4, je vais viser le 4 dégâts, ce qui va me coûter potentiellement un sévère à la touche et un sévère au dégâts. Je vais préférer quasiment tout le temps viser les dégâts mines parce que je sais que j'aurai plus 2 grâce au Hazardous. Et du coup, je vais pouvoir énormément grignoter l'adversaire grâce à ça. Et c'est vraiment l'essentiel du plan de jeu. En plus, avec la Soulstone Cache, chaque mort qu'il va y avoir à 3 pas du golem, finalement, on va moissonner une Soulstone. Donc ça va être encore combo sur le fait de venir faire mourir les gens à la maison, de les attirer et de les faire venir mourir chez soi, quoi. Ouais, c'est plus important de garantir une attaque qui touche plutôt que, de garantir des gros dégâts, puisque les gros dégâts, on les aura de façon à peu près passive. Et le deuxième, et le pardon, et quand tu disais oui que le golem, faut pas qu'il court après les gens, bah non, puisque justement tout le plan c'est d'attirer les gens au golem. Et une fois que quelqu'un est engagé par le golem, c'est l'enfer parce que s'il veut se désengager, déjà ça lui coûte une action, donc c'est 2 dégâts.
Si jamais on le ralentit et qu'il reste dans l'aura du hasardous, bah, c'est un corps de dégâts, donc ça devient extrêmement compliqué pour l'adversaire de s'en sortir et puis en plus s'il veut taper le golem en se disant: «Bon bah je le tue», bon déjà avec des soulstones et 2 d'armure, il est plutôt résistant, mais en plus chaque attaque, bah, c'est 2 dégâts de plus encore sur sa figurine, en mêlée en tout cas. Et pas en mêlée, bah, comme il y a des poteaux de glace, le golem il a cover, donc il craint pas plus que ça les tirs, parce que, bah, il va prendre les dégâts un par un, quoi. Et lui, le poteau de glace qui l'immobilise le gêne pas plus que ça, puisque, bah, si jamais, comment dire? Enfin normalement il est déjà activé, mais si jamais, bah, il s'est pas activé ou quoi que ce soit, bah, il peut de toute façon, manger le pilier de glace pour se soigner et se déplacer comme il veut, pour faire ses trucs. Oui, exactement. Alors effectivement, tu fais bien de soulever, le petit point, c'est que le creeping ice fait que le modèle ne peut pas du tout être bougé, y compris de sa propre volonté. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit d'abord casser le pylône pour bouger et là où quelqu'un devrait le slam, bah, le golem de glace effectivement, peut faire sa gratuite, se soigner de virer le pylône et bouger comme si de rien n'était. Donc il y a vraiment ça combotte, vraiment très, très bien. Du coup, bah, ça c'est un peu le cœur dur du crew. Donc l'idée c'est, comme on disait, une activation de golem, c'est si j'ai un truc à porter, je tape, sinon, bah, je m'en fiche, juste je me place, je blizzard et après, bah, Rasputina, hem, tant qu'elle peut, va essayer de, Northern Winds les gens, dans le golem, pour, bah, faire fondre en fait leur point de vie, et puis, bah, complètement les empêcher de bouger, d'agir, et cetera. C'est ça et du coup, on va être dans cette, aussi dans cette logique de trade à chaque fois, de surcoût, de coût. C'est-à-dire que moi, je vais avoir, fait une action ou 2 qui vont te mettre ton modèle dans l'aura et toi, sortir de l'aura va te coûter beaucoup plus cher en points de vie, en ressources, en temps que, le fait que ce que moi, ça m'a coûté de t'y mettre, en fait. Ouais, surtout si tu creeping ice un modèle adverse. On tire 2 fois dans un modèle, premier tir, il prend slow, deuxième tir, il prend creeping ice. Bon, bah, il a déjà perdu une action et s'il veut bouger, il faut qu'il slame le pylône. Ça le modèle est mort, en fait, il peut quasiment plus rien Ouais. faire. La seule contrepartie, c'est que ça va coûter des cartes, parce que si ça, je fais à travers un pylône, et bah, à cause de Ice Mirror, si je veux déclencher mes triggers, ça va me coûter une carte à chaque fois que je veux déclencher mon trigger. Or, c'est un coût qui ne pioche quasiment pas. Donc ça va être chaque dépense de carte, il va falloir qu'elle soit extrêmement maîtrisée, contrôlée, parce que c'est un coût qui a très très peu de ressources de ce point de vue-là. Oui, et ça, c'est un peu le truc d'arcaniste. C'est un peu classique, qu'on ne pioche pas et il faille faire attention à nos cartes. Oui, complètement. OK, donc là, on a parlé de Rasputina, du golem et on va commencer à voir le reste du crew. Donc le petit Snowstorm, qui est un henchman. Snowstorm, qu'est-ce qu'il fait? Il a globalement ces trucs, bien. Il a une aura de 3 pouces qui fait qu'on réduit les, dégâts des actions de tir de 2. Il a, une attaque, 2, 4, 6 qui est pas mal et qui push. Donc comme tu disais, ça fait partie des actions qui poussent les adversaires, et si c'est dans l'aura de Hasardou, c'est la fête. Il a une shockwave, qui fait que, des dégâts, mais les gens du mot-clé peuvent à la place être poussés de 3 pouces dans n'importe quelle direction. Donc ça permet de déplacer vite fait tout le crew et en plus il a une bonus qui permet de, pousser un modèle de son mouvement dans n'importe quelle direction. Ça peut cibler que les modèles qui, quand ils meurent, posent un pilier de glace. Mais donc ça comprend, bah, lui, le totem, le golem et je crois que c'est à peu près tout dans la liste, on a là. Je crois que j'ai à peu près dit les choses, importantes, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, juste une toute petite précision sur la demise, Frozen Heart, donc le fait qu'un modèle meurt et pose un pylône. Quand, Rasputina invoque des modèles, elle leur donne une upgrade qui donne 2 choses. L'upgrade, du modèle qu'elle invoque donne effectivement armure 1 et la demise Frozen Heart. Donc effectivement, éventuellement, ce temps peut aussi bouger les invocations derrière de Rasputina. Ah effectivement. Petit détail. Ouais, modèle qui est effectivement assez important parce que déjà il va apporter, en fait, beaucoup de résistance au crew. Pour ça, il a 2 choses. Middle of the Storm va faire que à 3 pas de lui, donc il est aussi sur un socle 50, hein, donc on a un disque de 8 pouces, autour de lui sur lequel on va réduire tous les dégâts de tir de 2. Donc, notre golem de glace qui va être en avant avec son armure 2, ses soulstones, et bah, en plus les dégâts des tirs, il va les réduire de 2. Donc, un moindre tir qui va arriver, il va réduire finalement de 2 à l'armure et de 2 à Middle of the Storm. Donc il a déjà mis -4 dégâts à un tir.
Donc bon, on se rend vite compte, en fait, c'est quasiment pas la peine d'essayer de prendre le combat au tir, ça va être très compliqué. Et même un tir qui va ignorer l'armure ou ce genre de choses, bah, derrière, il y a encore le Middle of the Storm qui va rendre le tir assez, inefficient. En plus, évidemment, des pylônes qui donnent cover. Sa deuxième grande force, c'est effectivement le Ice Tornado parce que finalement, ça va être l'accélérateur de tout notre crew. Il va poser une shockwave, et à 2 pas de la shockwave, en gros, tous nos copains vont se push de 3 dans any direction. Donc on va être très, très souple par rapport à ça. Donc en fait, au début, il va vraiment multiplier le shockwave pour faire avancer tout le crew très rapidement et tour 1 souvent, bah, il va juste te faire 2 shockwaves et tout l'ensemble vraiment du crew va avoir, à bouger de 6 en avant. Sur un crew qui est dans l'économie d'action et ben, en fait, en 2 actions, il en génère quasiment, l'équivalent de 1 ou un peu plus pour l'intégralité du crew. Donc il est là pour l'économie d'action, l'économie d'énergie et il va être très, très important. Et en plus, le petit effet qui se coule, c'est que grâce à Rasputina, à 8 pas d'elle, à chaque fois qu'un modèle allié est push, et ben, il va gagner shield 1. Donc finalement, à chaque fois que lui va faire ses shockwaves et push ses copains pour les replacer, en plus il va leur donner shield 1. Donc on se retrouve typiquement avec un golem qui va avoir armure 2, 2 de shield, middle of the storm, donc il va réduire les dégâts des tirs de 5 ou les dégâts des corps à corps de 3. Tous les copains vont réduire avec le shield, grâce à ça avec le tir. Enfin voilà, c'est vraiment infernal en termes de résistance. Il va apporter beaucoup, beaucoup de résistance. C'est souvent pas le modèle qu'on va retrouver en front line, ça va être un modèle qui va être très légèrement derrière et ça va être un peu notre seconde line. C'est-à-dire que tour 1, tour 2, il va surtout servir à bouger les copains, à mettre tout le monde en place, et s'il y a eu, des morts ou des trous dans la compo, au début du tour 3, il va potentiellement commencer à rentrer en action et faire des charges et là, effectivement, son Ferocious Claw est très fort parce qu'il a un charge trou qui fait qu'il va se retrouver assez rapidement en flip positif, aux dégâts. Donc s'il y a le 2 va pas forcément faire beaucoup, mais on rappelle qu'il y a l'aura du golem qui va faire 2 dégâts de plus, et s'il touche, il push. Donc finalement, c'est un 2, 4, 6 plus 2 systématiquement dans l'aura du golem. Et s'il sort un médium ou un sévère, bah, il peut aller chercher 6 ou 8 dégâts assez facilement. Et non content de ça, il a un poncture ou un chill, c'est-à-dire que tout est bon, quoi. Soit il fait des flips positifs, donc il va renforcer sa courbe de dégâts, soit il met du slow, donc il ralentit l'adversaire. Enfin, c'est vite infernal en fait. Ouais, c'est un bon modèle, comment dire? Pour tenir, en gros, un gros centre bien solide avec le golem à côté. Ouais, exactement et puis on est sur un modèle qui a quand même 6 de défense aussi, Henchman, avec 9 points de vie, donc bon, il est pas gratuit à tomber et petit dernier effet qui se coule, qui est assez sympa, il a Sacrifice to December et on va avoir quelques modèles comme ça, les modèles un peu, living, en fait, un peu les sorciers, hein, du crew de December, qui ont Sacrifice to December. C'est-à-dire que s'ils kill un modèle à 2 pas d'un Ice Pillar, ils vont pouvoir gagner une Soulstone. Et en fait, tout ça, c'est assez effroyable, mais ça va se cumuler. C'est-à-dire que si j'arrive à tuer un modèle dans les 3 pas du golem et à 2 pas d'un Ice-Pillar, bah finalement, je vais prendre 2 Soulstones. Et si j'ai mes 2 Soulstone cache, et on verra où se trouve la dernière Soulstone cache, et que j'arrive à kill un modèle à côté d'un pylône et 2 Soulstone cache, et hop, c'est un mort, 3 Soulstones. Et finalement, ça va être un générateur à Soulstone qui va être assez appréciable. Ouais, le crew de Rasputina peut générer pas mal de soulstone. Un peu plus, Ouais. que la moyenne, arcaniste. Ouais, que la moyenne, on va dire. Ouais et en plus il a pour lui de kill assez facilement et surtout de pouvoir faire ses kills là où il veut. Il va pas aller chercher l'adversaire, il va faire venir l'adversaire là où se trouve la soulstone cache et du coup ça renforce et ça fiabilise énormément cette logique de génération de soulstone. Oui, oui, puisqu'il est, pas très rapide, il a, comment dire? Lui ne peut pas tellement s'accélérer, il a que 5 de mouvement, il ignore pas les terrains, mais Mmh. justement avec, Rasputina qui peut tirer les adversaires, des choses comme ça, il peut rester statique, c'est pas un problème et les adversaires viendront à lui. Ouais. Et écoute, du coup, là on a un peu le cœur, donc Snowstorm, le golem, Rasputina et tout ça c'est très statique et on va passer, aux modèles, qui sont beaucoup moins statiques du mot-clé, et qui permettent de choper les flancs. Donc il y en a 2. Le premier est le Blessed of December. Donc c'est une bête, qui a un leap. Donc leap c'est, comment dire? On saute, on se place dans les 6 pas. Comme il a un socle 40, ça fait, 1 pouce et demi en plus
comment dire? De gagner, par rapport au 6. Et il a 6 de défense, Art to Wound, donc flip négatif pour le toucher. Et quand il tue, il se soigne. Ce qui le rend, finalement, relativement résistant. Surtout que tu lui mets pareil une Soulstone Cache, donc pour qu'il puisse utiliser les stones en défense et en attaque. Remarque pour lui parce qu'il a des triggers intéressants et en gagner quand il tue. Il a Deadly Pursuit, qui est une super règle, qui permet de se replacer en fin de tour. C'est moins utile dans ce GG, mais dans des GG où il fallait se positionner à des endroits plus spécifiques, c'était extrêmement fort. Et il a une attaque qui est une attaque assez géniale. Ça fait 2, 4, 6 et ça pousse la cible de 2. C'est à peu près la même attaque que le. Comment il s'appelle? Snowstorm. Mais lui, il a des triggers qui sont parmi les meilleurs triggers pour le dégât. Il a Critical Strike, Onslaught qui permet de réattaquer, et Pouncing Strike qui permet de se placer sur une cible, une autre cible dans ses 5 pouces et la frapper. Donc c'est plus pour tuer des minions ou des choses comme ça. Donc lui, a priori, c'est un modèle qui est fait pour aller sur les flancs, chasser du skimrunner ou faire du skimrun lui-même. Est-ce que c'est à peu près comme ça que tu l'utilises? Exactement, hein. De toute façon, c'est ce qu'on appelle, c'est l'archétype du skimrunner anti-skimrunner, c'est-à-dire qu'il va aller, très vite, très loin. Il a une capacité à tuer qui est, effroyable. S'il tue, il va se rembourser parce que grâce à la Soulstone Cache, même si j'ai dépensé une Soulstone pour un critical strike et assurer un kill, je vais regagner ma Soulstone. Quand je tue, je vais me soigner, donc tout va comboter pour vraiment aller, tuer ce qu'on veut. Et comme c'est un des modèles les plus rapides du crew, le leap fait qu'il va pouvoir au besoin aller, faire du skim, où il y en a besoin, ou aller voter où il y en a besoin. Et voilà, son job, ça va être dans un premier temps d'arriver à kill le modèle un peu critique adverse ou le skim runner adverse, et ensuite, faire son job de skim, et aller apporter, les points qui vont cruellement manquer finalement, au crew, quoi. Mmh mh. Oui, non, il y a oui, effectivement, le modèle est assez simple en soi, mais c'est son utilisation au niveau du crew qui le rend assez incroyable, et on retrouve le Ferocious Claw du Snowstorm, qui fait que quand il va toucher quelque chose, encore une fois, il va faire son 2-4-6 et le push de 2, ce qui fait qu'on va aussi, si on le souhaite, pouvoir l'utiliser plus central autour du golem et pouvoir aller éclater quelque chose qui va venir, s'approcher du golem en disant: «Bah, voilà, je viens le taper, je fais mes 2 dégâts d'entrée, plus 2 grâce, à l'aura du golem, et si j'arrive à kill entre le blessed et le golem, et boum, je moissonne d'un seul coup 2 soulstone». Donc si on a besoin de lui sur les flancs, il fera le job. Si on a besoin de lui au centre, il fera le job, et la soulstone cache fait qu'entre le 6 de def, Heart to Wound et les soulstones, il va être, assez embêtant à tomber quand même, quoi. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur lui. Ouais, c'est pas mal, et Ce oui. qui est déjà pas mal, ah oui, non, mais tout à fait. C'est une liste très élite, donc chaque modèle a pas mal de choses, pas mal de petits combos, de trucs, qu'ils peuvent faire. Ouais. Et on va passer à un autre modèle élite, alors qui est un peu compliqué, parce que c'est un modèle qui se transforme. Donc ça, c'est une des 2 versions, c'est la version, magicien. Donc c'est un modèle qui peut prendre les lignes de vue depuis les piliers de glace uniquement à 6 pouces et pas à 8, mais n'a pas besoin de défausser une carte pour, prendre les triggers. Ceci étant dit, comme c'est pas la règle Ice Mirror, le totem peut pas copier ses actions, et au début de son activation, elle peut défausser une carte, créer un pilier de glace dans les 6 pouces et se remplacer avec l'autre version. Alors on va voir l'autre version, après. Elle, en gros, elle a une attaque de mêlée qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui slow, automatiquement. Son attaque de tir, c'est un Breath of Frost, qui existe sur, d'autres modèles. C'est une attaque qui peut blast, et qui donne staggered automatiquement. Et elle a une bonus, assez intéressante, puisque elle peut cibler un pilier ou une bête alliée. Donc une bête alliée, notamment il y a le Blessed, et elle peut choisir, soit de poser un skim en basse contact, soit de créer un pilier en basse contact, soit de se pousser vers la cible. Et la version transformée, qu'on va voir tout de suite, Cedra, qui est une version, terre, Cthulhu, hem, à 6 de mouvement.
La même règle pour, se transformer. Par contre, lui a une demise qui fait qu'une fois par tour, s'il est tué, il peut défausser une carte pour soigner de 4. Il a une grosse attaque de mêlée, qui fait du 3, 4, 5 en dégâts. Il a plus la bonus avec les piliers de glace, mais il en a 2 pour remplacer. Une où il peut manger les cadavres pour se soigner. L'autre, c'est un onward, donc c'est tout simplement, il peut marcher, prendre une action de walk en plus. Et il a une tactical qui permet de, faire bouger n'importe quel membre du mot-clé, avec un trigger intégré pour changer une upgrade. Parce que je n'ai pas dit, mais ce modèle, au moment où il est déployé, peut choisir une des upgrades du crew de Marcus pour se l'équiper. Les upgrades du crew de Marcus sont extrêmement fortes, et généralement, bah, on se les partage un peu comme on peut quand on joue Marcus. Mais là, comme c'est le seul à pouvoir en avoir, bah, il peut choisir celle qu'il veut. Les plus utiles, tu me diras si tu es d'accord, c'est, le camouflage qui permet d'avoir disguise des stealths, donc on peut pas être ciblé à plus de 6 pouces et on peut pas se faire charger. Et l'autre, c'est les ailes, qui donnent +1 de mouvement et vol, donc ça fait un modèle à 7 de mouvement en forme de cerf. Et butterfly jump, suite à une attaque, eh bien on peut se déplacer de 3 pouces. Donc c'est un modèle qui fait énormément de choses. Et classiquement, les gens le jouent en version cerf parce que c'est un modèle qui est très rapide et qui fait pas mal de dégâts pour chasser du skimrunner un peu comme le Blest. Mais toi donc dans la liste, tu préfères le faire commencer sous cette forme-là. Alors comment tu l'utilises du coup? Ouais, effectivement. Bah, déjà, pour répondre à ta question sur les upgrades, moi, je systématise les ailes. Parce que le +1 de move, vol et butterfly jump, le combo des 3 est vraiment, très fort, fait qu'on va avoir un modèle qui est extrêmement mobile et en fait, finalement, ça, c'est notre deuxième flanqueur. C'est-à-dire que sur le flanc droit, on va avoir le Blaze of December ou le gauche, hein, selon la préférence, selon le besoin et sur l'autre flanc, on va avoir Cedra. Et on va avoir 2 modèles qui sont taillés pour faire du skimrun et anti-skimrun. C'est-à-dire que l'un ou l'autre, peu importe ce sur quoi il va tomber, si on y met un petit peu les ressources, il va pouvoir, vraiment l'éclater, quoi. En 2 actions, il va faire 6 dégâts, il va kill, la plupart des skimrunners adverses. Je commence en Sightless Snow simplement parce que ça me permet, la première fois que je l'active, de dépenser une carte, de poser un pylône et d'avoir mon Cédra. Voilà et donc c'est Cédra D'accord. à première activation, hein. Et très souvent, il va être en Cédra jusqu'à ce que j'ai potentiellement besoin de la gratuite de la Sightless Snow, hein, de Primal Rune, pour pouvoir poser un pylône ou pour pouvoir poser notamment un skim au loin avec le pylône ou ce genre de choses. Donc c'est un modèle qui va pouvoir assez facilement, poser 2 skims ou à un endroit un peu plus éloigné en faisant autre chose, en gardant une position ou voilà. On va utiliser l'une ou l'autre des formes en fonction vraiment du besoin qu'on va avoir. Mais pourquoi on va le garder souvent en Cédra? Parce qu'il a la demise éternelle qui fait que si jamais on le tue, il défausse une carte, il discarde une carte, il se heal de 4. Et quand on commence à avoir un modèle qui a Butterfly Jump et la demise éternelle, à tuer, c'est long, c'est compliqué. Donc ça le rend assez immortel à des skimrunners adverses. Il va vraiment falloir que l'adversaire y mette beaucoup de ressources pour arriver à le tomber, quoi. Ouais, et effectivement, c'est un modèle qui a l'air très compliqué avec énormément de règles. Dans la pratique, on va dire, 70 des tours, ça va être Cédra qui va onward pour se replacer, puis qui va charger quelqu'un et essayer de le tuer. Éventuellement, bouger un allié si vraiment, il y a un allié qui est en mauvaise posture et bah, une fois de temps en temps, au début de son activation, on pose un pilier de glace, on le transforme en Sightless Snow, en sachant que Sightless Snow peut prendre, sa bonus, la ligne de vue de sa bonus à partir d'un pilier. Donc en fait, elle a que 6 pouces de portée, mais depuis un pilier qu'elle pose à 6 pouces en se transformant. Donc en fait, sa bonus a une portée d'à peu près 13 pouces, donc elle peut cibler un pilier de glace à 13 pouces et poser un skim en basse contact. Ce qui est extrêmement fort quand on commence à en avoir un peu partout, parce que tu peux pas l'empêcher de poser un skim là où elle veut. Et d'ailleurs, sur son Breath of Frost, elle a un trigger pour se retransformer en Cédra. Donc, si bah, on a les cartes en main pour se le permettre, en fin d'activation de Sightless Snow, on peut se retransformer en Cédra, parce que Sightless Snow est quand même beaucoup plus vulnérable sans la demise, et quelquefois ça peut être dangereux de la laisser sous cette forme-là, malgré le Butterfly Jump.
Ouais, complètement. De toute façon, oui, oui, voilà, c'est vraiment on va préférer en général finir un tour en Cedra. Si on finit en Sightless Snow, c'est qu'on a un intérêt stratégique qui est assez fort. Souvent, ça va être la pose de skim. On est aussi sur un modèle qui est capable, assez facilement de faire, par exemple, quelque chose comme un Death Debs. On va devoir, au niveau du skim, killer un modèle à côté, d'un marqueur spécifique. Bon, très souvent, Rasputina, on va choisir le Ice Pillar, hein, Oui. c'est pas sorcier et à côté d'un skim. C'est-à-dire que quand je vais me transformer en Cycless Snow, je vais poser un Ice Pillar, je peux faire ma gratuite pour poser un skim à côté du Ice Pillar, à côté de l'adversaire et j'ai plus que maintenant à le tuer et encore une fois, ça va être une question de ressources, hein, mais si je peux Breath of Frost, mon attaque, je vais pouvoir assez facilement finalement killer ou derrière me retransformer en Cedra, charger, et espérer, faire mon kill finalement en une seule activation, en ayant posé un pylône, un skim et en killant l'adversaire. Donc ça va donner, pas mal de possibilités. C'est un modèle sur lequel on voudrait poser une troisième Soulstone Cache, hein, très sincèrement. On en a Ah pas oui. 3, on en a que 2. Moi j'ai une grosse préférence pour laisser la Soulstone Cache au Blessed parce qu'il a des triggers que je trouve encore plus intéressants et il a pas la possibilité d'avoir Butterfly Jump et la Demise Eternal pour sa survie. Donc on a 2 modèles comme ça qui sont assez équilibrés sur le potentiel de survie. Et on préférera parfois souvent donner les ressources, au Blessed of December, mais on sait que Cedra sera jamais un mauvais investissement, quoi. Oui. D'ailleurs, en parlant de ressources, on n'a pas beaucoup de cartes, en main, parce qu'il faut en défausser. Et donc en fait, on aura souvent pas les ressources pour que chaque beater soit très efficace, mais en fait, c'est pas l'idée. L'idée, c'est, de choisir, en début de tour, quelles seront les cibles à battre, c'est quoi les cibles prioritaires et enfin comment dire? De faire, tuer soit, Sightless Snow, soit, Rasputina elle-même, soit le golem, soit, Snowstorm, mais l'idée, c'est pas de absolument chercher à ce que chaque tour, chacun tue, une figurine, parce que, on n'aura jamais les cartes et l'occasion de le faire. Et j'ai l'impression que tenter d'attaquer et rater, c'est pas fou avec ce crew parce que, comme on disait au début, on perd un peu l'avantage qu'on a de la value aux actions et surtout on garde après des modèles qui sont pas si tanky que ça, en position vulnérable parce qu'ils ont pas réussi à tuer leur cible. Tu parles du crew de Rasputina que s'ils n'arrivent pas à tuer, ils sont pas si tanky que ça? Oui. Le blest, enfin tu vas dépenser des ressources quoi. Un blest ça se tue, malgré les stones, Sightless Snow si jamais tu rates ton coup et que, elle se fait attaquer, elle peut y passer aussi. Le golem est à peu près safe mais, à un moment en fait faut pas non enfin c'est plus des modèles de hit and run ou alors d'assassinat plutôt que des modèles qui sont faits pour rester dans une mêlée. Oui, relativement. Après, on va pouvoir soutenir un petit peu avec du soin, ce qui va être encore une des forces du crew, hein. On va avoir, des soins qui sont très intéressants. Mais oui, c'est un crew qui peut fondre très vite, surtout que on va vraiment, vraiment avoir du mal à défendre, les attaques, en fait. Parce que, on va avoir, quelques stats qui sont pas mauvaises en défense, hein. Le Blast, le Snowstorm sont pas mauvais en défense. Par contre, on va avoir besoin de ressources pour passer des TN et on en a beaucoup. On va avoir besoin de ressources pour toucher, donc malheureusement, finalement, les attaques, on va beaucoup les subir. Donc c'est pour ça qu'il faut être énormément dans le contrôle et faire en sorte que l'adversaire puisse le moins possible, enfin attaquer le moins possible ou que ça lui coûte énormément d'attaquer. Parce que, il aura été slow, parce qu'il va venir attaquer quelque chose qui est dans l'aura du golem, parce que, attaquer, Cedra, il va venir, il va dépenser une action, il va attaquer, je vais avoir un butterfly, donc je vais me reculer, donc il va pas pouvoir m'enchaîner et chaque action de l'adversaire doit coûter très cher. Si je laisse à mon adversaire la possibilité de m'enchaîner et que ça lui coûte pas grand chose, je vais perdre des modèles et je n'aurai rien, et ça va pas faire mon jeu. Je vais perdre l'attrition, quoi. Ouais. On va passer au dernier modèle, de la liste. J'avoue, j'ai pas montré la liste, globalement, j'aurais peut-être dû au début. En fait, c'est les modèles qu'on a présentés et le Silent One qu'on va voir à l'instant et 3 stones. Donc au début, pas énormément de stones, on va en générer plein mais il faut faire attention au début et on ne joue que 7 modèles. Alors qu'une liste, classique, on va dire, c'est plutôt 8, donc il faut faire attention à nos modèles, faut pas les perdre ou on va avoir du mal à marquer. La Silent One, qui est un minion, mais un minion extrêmement fort. Elle a Ice Mirror, donc la capacité de prendre les actions à travers les piliers de glace.
Elle est attuned de base, donc elle peut utiliser des soulstones, ce qui fait que le seul modèle à ne pas pouvoir utiliser des soulstones dans le crew, c'est Sightless Snow et le totem. Elle a Sacrifice to December, donc si elle tue quelqu'un dans les 2 pouces d'un pilier, elle génère une stone, même si elle est pas vraiment là pour tuer. Elle a un tir, qui est un peu un mini tir de Rasputina, qui fait du 1-2-4 et qui slow, avec un trigger intégré. Elle peut poser des piliers de glace avec une action, et elle peut soigner à 8 pouces, mais pareil, en prenant une ligne de vue depuis un pilier de glace, donc techniquement, elle peut soigner à 17 pouces. De 1, 2, 3, avec en plus un trigger pour soigner en zone. Par contre, ça soigne aussi les adversaires, donc faut faire un peu attention. Et son action bonus pour se soigner, mais généralement, elle va jamais walk de toute la partie, puisque elle peut se faire pousser un peu par des alliés au déploiement, puis après, elle a une portée énorme via les trucs de glace, donc elle est quand même relativement safe. Et on lui met l'upgrade Magical Training, qui est la deuxième upgrade un peu iconique d'Arcaniste. Ça lui donne un shield, counterspell, donc faut défausser pour déclarer des triggers contre elle quand on est dans ses 6 pouces, mais surtout, ça nous donne une 7ème carte en main, et c'est un peu la manière d'Arcaniste de compenser le fait qu'on n'ait pas de pioche. En fait, on a une carte de plus dans notre main. Ça, c'est pas du luxe. Non, c'est pas du luxe. Bon, que dire? Bon, en fait, voilà, son rôle, c'est un peu du support. Elle soigne, elle pose des piliers, elle slow. Je sais pas s'il y a grand chose à raconter de particulier sur elle. C'est un très bon modèle, mais elle a pas de combo spécifique. Si, si, en fait, elle a elle a Ah, beaucoup à alors dire j'ai cette rien dit. petite Silent One. Alors vas-y. En fait, bah, ouais, sa capacité principale, c'est le Ice Mirror et en fait, voilà, on est vraiment sur un modèle de soutien. C'est-à-dire qu'elle va être là pour soigner les copains énormément, poser les pylônes aux endroits, les plus critiques. Donc c'est elle qui va pouvoir alimenter les pylônes pour le golem, poser les pylônes aux bons endroits pour que Rasputina puisse relayer ses attaques, comme il faut derrière. Voilà, ça va vraiment être un support. Faut se rendre compte, hein, le pylône, elle le pose à 12 pas, sachant qu'elle peut relayer sa pose de pylône à travers un pylône. Donc elle peut poser un pylône à 12 pas d'un pylône qu'elle choisit à 8. Donc elle fait 8, un pas de pylône et 12. Donc elle pose un pylône à 21 pas, même sans ligne de vue, enfin en ligne de vue, tirée à travers le pylône. Enfin, elle pose vraiment des pylônes à l'autre bout du monde. Et du coup, en fait, sa Ice Mirror Ability, elle a une énorme importance, notamment dans ce GG, parce qu'il y a énormément d'actions qu'on peut faire dans ce GG4 à 1 pouce du marqueur. Par exemple, sur le Stuff the Ballot, on va pouvoir voter à 1 pouce des stuffs. Et comme c'est pas du base contact, ça veut dire que je vais pouvoir scorer à travers les pylônes. Donc ça en fait en fait finalement un espèce de scheme runner qui run pas du tout, c'est plutôt un scheme central, un scheme runner central. C'est-à-dire qu'il va être vraiment au centre de la compo, bien derrière le golem, bien au chaud derrière la front line. Le but, ça va être de prendre position avec le crew de manière assez sereine au centre de la table. Et avec la Silent One, poser les pylônes aux endroits stratégiques, aux endroits qui vont permettre de scorer pour derrière marquer des points tranquillement. Et sur le Ice Mirror, je rebondis, tu vois, sur la capacité que, Rasputina, donne de traiter les Ice Pillars comme des corpses ou des corpses comme des Ice Pillars. Et bah, grâce à ça, typiquement, elle va pouvoir utiliser Grim Fist sur un Ice Pillar qui se trouvera à 8 pas et le manger. Donc en fait, elle va pouvoir quand même faire sa gratuite à 8 pas d'elle-même pour soit, manger un corpse qui est loin, soit finalement juste manger un Ice Pillar à 8 pas et se soigner grâce à ça de 1-2-4. Donc ça va lui donner un petit peu plus de souplesse quand elle commence à se faire un peu trop taper dessus pour se soigner assez facilement avec sa gratuite. Ouais, effectivement. Mais voilà, c'est un modèle qui est assez important. À la base, avant l'arrivée de Cedra, j'en jouais 2 et j'avais un peu plus de Soulstone et depuis l'arrivée de Cedra, bah, Cedra a donné au crew de Rasputina le flanqueur qui lui manquait pour vraiment, porter le crew au sommet et finalement, c'est une Silent One qui est sortie parce que, bah, il faut faire des choix, quoi. Mais en avoir 2, c'est pas perdu non plus, quoi. Ah non, non, je suis d'accord, c'est un excellent minion. Je pense que c'est un des meilleurs, minions d'Arcaniste, globalement. Mmh. Hem, mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est un modèle, simple à comprendre. C'est-à-dire Oui. qu'en fonction des situations, oui, si tu as besoin de soins, tu soignes, les premiers tours, généralement, tu poses les piliers aux endroits stratégiques pour te permettre d'interagir après, sur les stratégies ou de prendre tes lignes de vue et cetera.
Et bah, avec ça, on a la liste. Il y a un seul truc qu'on n'a pas fait, c'est voir les modèles qu'on peut invoquer. Donc ça, c'est effectivement l'upgrade. Alors on peut invoquer que 3 modèles. C'est une des rares invocatrices qui peut en invoquer que 3 et pas 5. Mais au final, comme il y en a pas énormément, bah, ça change pas grand-chose. Et donc voilà le minion, a priori, qu'on va invoquer. Donc c'est un petit sniper qui a From the Shadow, donc là qui va pas être utile, mais qui est que quand il se déploie, il peut se déployer n'importe où sur la table, à plus de 6 pouces de la zone de déploiement adverse. Il a Sacrifice to December, si tu quelqu'un à côté d'un pilier, il génère une stone, mais surtout, il a Tools for the Job. Au début de son activation, il peut piocher la carte qui est au-dessus de la défausse, défausser une carte de la main à la place, ou la même, et il ajoute la couleur de la carte défaussée à tous ses tests pendant son activation. C'est une des capacités de pioche les plus performantes du jeu, parce que ça permet en fait de piocher une carte que tu vois. Et notamment, bah, si l'adversaire attaque, on peut défausser une grosse carte pour tricher une défense, après on l'active derrière, on la repioche, etc. Y compris le Red Joker. Y compris le Red Joker, tout à fait. Ce qui permet d'utiliser plusieurs fois le Red Joker dans le tour, et ce qui est extrêmement pénible. Sinon, il a bah, l'action bonus tactique classique, donc de manger un cadavre pour se soigner. Il a une petite attaque de mêlée, et son attaque principale, donc c'est un tir à 12 pouces de 3-5, mais qui pousse la cible vers lui. Donc encore une fois, une attaque qui déplace les adversaires et potentiellement dans l'aura du golem. Il a des triggers qui slow sur toutes ses attaques, un peu comme les autres du crew, et il a Analyze Weakness, qui est en fait une attaque qui ne fait pas de dégâts, mais qui fait que l'adversaire, on ignore son armure et son shield jusqu'à la fin du tour. Ce qui permet bah, de dépouiller en fait bah, les modèles avec de l'armure de leur capacité de survie. Et on peut en avoir bah, jusqu'à 3. Et donc en gros, toi tu dis que c'est ces modèles-là que tu invoques systématiquement avec Rasputina. Ouais, c'est vraiment ce que je cherche à invoquer. Sa difficulté, c'est qu'il faut un 11 pour l'invoquer et que Rasputina va être extrêmement dépendante finalement de sa main de départ. C'est-à-dire qu'elle a 7 cartes en main, 3 Soulstone. Donc si je décide de dire j'ai pioché mes 7 cartes, j'ai pas de 11, bon bah allez, je Soulstone pour tenter d'avoir 2 cartes de plus, bah, je me retrouve plus qu'à 2 Soulstone. Si j'ai un sévère mais que c'est pas un livre, or il me faut un 11 de livre pour invoquer, je peux décider d'invoquer avec une Soulstone, mais j'ai plus qu'une Soulstone. Et là, ça va commencer à devenir très très critique. Donc, c'est le modèle qu'on va essayer d'invoquer le plus possible, parce qu'il va nous donner le Tool for the Job qui nous permettra de récupérer un autre sévère pour continuer à faire des invocations et ainsi de suite, et assurer un peu cette génération d'invocations. Donc en ça, il est très important. Et effectivement, il va permettre de continuer à faire le jeu de Rasputina, à savoir, je construis mon château fort avec mon gros golem, mes pylônes de glace au centre de la table. J'invoque un tireur qui, à chaque fois qu'il va toucher l'adversaire, va lui infliger en général 2 dégâts mine et un push de 3 vers moi. Et si l'adversaire rentre dans l'aura du golem, et ben plus 2. Donc finalement, un modèle qui se trouve à 7 pas du golem, et ben il se prend 2 dégâts, push de 3, re 2 dégâts. Et grâce au Tool for the Job, je vais pouvoir soit dégager une plume pour assurer un slow, c'est-à-dire que je vais pouvoir tirer sur un ou deux modèles et les slow, soit un bélier pour le pull and drag et finalement rapprocher de 6 pas un modèle. Donc c'est-à-dire qu'un modèle qui se trouverait à 10 pas du golem, si je le touche une fois, je le push de 6, je le mets dans l'aura du golem. Et on a vraiment cette image du siphon dévié, où le golem c'est le siphon, et une fois que tu es rentré dans la zone des 10 pas autour du golem, c'est potentiellement t'es mort parce que soit Rasputina, soit les tireurs peuvent te choper et te mettre dans l'aura du golem s'il n'y a pas des caisses ou des maisons pour t'arrêter en chemin, quoi. Ouais, donc ça fait un très bon modèle à invoquer dans ce plan-là. Exactement. Et très souvent, moi, dans la plupart des games, quand j'arrive à invoquer mon deuxième December Acolyte, je sais qu'en général, la game va bien se passer. C'est-à-dire que si j'arrive pas à invoquer mon premier, ou que je galère à invoquer mon deuxième, ou que finalement l'adversaire arrive à me tuer le premier, que je stagne à un December, c'est compliqué. Si j'ai les deux posés, le moment où j'ai le troisième sur la table, c'est gagné. Enfin, je sais que c'est à peu près gagné parce que j'ai généré suffisamment d'actions et j'ai suffisamment de modèles qui vont gêner l'adversaire, parce que potentiellement chaque tir qu'ils vont faire, c'est un slow qu'ils vont poser.
Donc c'est vraiment une courbe, un indicateur de est-ce que mon match est en train de bien se passer ou pas, quoi. Ça marche. Bon, dans les autres modèles à invoquer, et bah, il y a, les petits chats de Rasputina. Bon après, ce sont des modèles en fait, ils sont prévus pour être des skim runners, parce qu'ils ont 6 de mouvement, ils ont stealth, donc on peut pas les attaquer de loin et ils peuvent traverser les modèles. Par contre, ils ont des gros défauts, c'est qu'ils ont 40 millimètres de socle et contrairement à beaucoup de skim runners, ils n'ont pas de bonus qui leur permettent d'interagir ou de se déplacer. Donc bon, techniquement, on peut les invoquer, mais c'est un peu la tristesse quand on le fait. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'en invoquer ou d'en jouer, mais Bah, tu vois, je pensais même pas qu'on pouvait les invoquer, donc c'est te dire si je les ai déjà posés sur la table, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, on a infiniment mieux, quoi. Malheureusement, ils sont un peu dépassés. Ouais. Sinon, il y a les Ice Dancers et bah, bien évidemment les Silent One. Les Ice Dancers, c'est un modèle relativement intéressant. Pour le coup, ils sont beaucoup mieux comme, Skim Runner. Ils ont 6 de mouvement pareil. Ils ont pas Stealth, mais ils ont Butterfly Jump. Déjà, ils ont Don't Mind Me, donc ils peuvent interagir même quand ils sont engagés ou pas. Et ils peuvent traverser les piliers de glace et quand ils le font, ils peuvent prendre un pilier de glace qu'ils ont traversé et le mettre en basse contact avec elles. Donc elles peuvent déplacer les piliers de glace. Et à côté de ça, elles peuvent, comment dire? Créer un pilier de glace sur un cadavre et elles ont une tactical qui leur permet de se pousser de 8 pouces vers un pilier de glace qui est à 8 pouces, ce qui les rend relativement mobiles. Hem, donc ça, c'est pas un mauvais modèle en soi, surtout qu'en étant invoquées, elles ont un d'armure, donc elles sont un peu pénibles à tuer et bah, si on a besoin de poser, pas mal de skim markers ou de choses comme ça, elles peuvent être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce modèle? J'ai un peu du mal à le considérer, en fait, on est sur un modèle qui est à 6. Autre modèle à 6, ça va être la Silent One et ça va être une question de carte en main. Si j'ai un 11, je vais préférer invoquer un Dismember Acolyte. Si j'ai un 10, malheureusement, au mieux, souvent, je vais préférer invoquer une Silent One. La Lancer, ça va vraiment être mon dernier choix, je elle va pas spécialement faire le jeu de Rasputina. C'est-à-dire que, très souvent, ça va être en fait tout ça en amont dans le choix des schemes, dans le choix du scénario et tout ça, mais je vais me retrouver à essayer de faire finalement le moins d'interacts et de schemes possible, notamment de schemes en fait. Donc, si je l'invoque, je me retrouve avec un modèle qui est intéressant pour le ski, mais finalement qui peut pas, interact sur des stratégies marqueurs, donc qui va être embêtant dans une logique vraiment de pure stratégie et qui va pas jouer sur les points forts de la compo. C'est-à-dire qu'elle va pas, mettre des slows, elle va pas push, elle va pas être dans une économie, enfin, elle va pas générer de l'ennui pour l'adversaire. Elle va me permettre de gagner un peu plus facilement des points, mais j'ai du mal à l'utiliser souvent en me disant: «C'est vraiment le modèle qui va me falloir là». Je vais préférer invoquer une Silent One qui va me poser plus de pylônes, qui va pouvoir me faire les interacts à travers les pylônes, pour avoir un peu la même efficacité, mais tout en restant dans mon plan de jeu initial, quoi. Ouais, là, en gros, le seul truc que ne fait pas la Silent One, c'est poser des skim markers, hein. Et donc en fait, c'est un peu le seul avantage de Light Edge Dancer sur elle. Donc si tu as vraiment besoin de poser des skims, beaucoup partout sur la table, peut-être elle a de l'utilité. Sinon, c'est vrai que, une Silent One fera à peu près tout mieux qu'elle. Ouais, souvent, c'est un peu ça, malheureusement. Bah, je crois qu'on a fait le tour, de tous les modèles et donc, bah, on arrive avec cette liste. Alors, donc supposons que c'est la première partie. A priori, on a à peu près compris le concept. Donc, bah, on arrive enfin, comment dire? Donc l'idée, c'est de faire donc, utiliser le fort avec le Ice Golem, le Snowstorm, ensuite le Bless d'un côté, Sateless Snow de l'autre. Rasputina, elle invoque, si elle peut, des acolytes et sinon, bah, elle pousse les gens à côté du golem ou elle interacte au besoin évidemment, parce qu'il faut marquer des points dans le jeu. Et donc ça, c'est un plan qui a l'air à peu près, clair. Et du coup, comment tu joues ton tour 1 généralement? Est-ce que dès le tour 1, tu commences par activer l'aura du golem? Est-ce que, tu commences par avancer un peu ton crew pour, d'abord le faire? Est-ce que tu commences par invoquer? C'est quoi un peu, comment tu fais ça en général?
Ouais, comment ça va se passer? Alors effectivement, bon, ça va dépendre toujours un petit peu évidemment de l'adversaire, de sa capacité de projection et à quel point on est loin l'un de l'autre. Déjà, il y a une règle de base, c'est que à titre personnel, c'est un master que je choisis uniquement sur les déploiements, enfin uniquement, non, mais en grande partie, je préfère la sortir sur des déplacements standard et wedge parce que on est moins loin de l'adversaire, donc la menace est plus facile. Dès qu'elle va être en corner notamment, ça va être très, très loin, elle va être un peu moins à l'aise et il va falloir que le crew bouge un peu plus. Or, c'est un crew, encore une fois, qui aime pas bouger. Globalement, un tour 1 typique, chez moi, effectivement, je vais, toujours commencer à activer l'aura du golem. Pour activer l'aura du golem, bah, avant tout, j'ai besoin d'un pylône. Donc très souvent, la première vraiment des actions que je vais faire, ça va être d'arriver à poser un pylône. Et ça, je vais le faire soit avec le totem qui va pouvoir, copier la gratuite de la master, par exemple, pour en poser un assez facilement, ou, je vais transformer, ma Sightless Snow en perdant une carte, enfin en dépensant une carte, je vais la transformer en Cédra et je vais poser automatiquement mon pylône sans aucun TN, je suis sûr vraiment de l'avoir. Ce qui va me permettre, deuxième activation, de jouer mon golem et de dire, eh ben, il fait un blizzard et très souvent, je vais le faire focus pour qu'il ait un focus pour plus tard éventuellement, le tour où il voudra taper, ou je vais éventuellement le déplacer, mais on va voir que souvent au début, on va préférer rester très paquet parce que le Snowstorm va push tout le monde finalement avec sa Shockwave. Donc voilà, vraiment les premières activations assez typiquement, ça va être je pose un pylône, deuxième activation, le golem s'active, il fait le blizzard, éventuellement il focus, et troisième activation, le snowstorm, et en avant Guingamp, on commence à prendre la bulle et on avance vers le centre de la table, quoi. OK. Ouais, d'accord et puis après, bah, tu vois en fonction et bah, les tours suivants, c'est ce que tu disais, tu actives le golem et ensuite, bah, ça dépend. Si tu as des gens, autour que tu peux ramener dans la bulle, j'imagine que tu commences par faire ça en priorité pour pas qu'ils puissent, s'écarter. Ensuite, tu as, le Blest et Cédra qui vont, essayer de tuer rapidement les Skimrunners ou en tout cas les figurines sensibles adverses. Bah, en gros, c'est avec cette idée-là que tu te lances dans la partie, quoi, j'imagine? Ouais, exactement, voilà, donc ça va être très rapidement, le Blest et Cédra vont devoir sur les tours 1, à minima générer un focus pour, ils vont très vite, hein, le Blest of December, c'est un leap, il a déjà gagné quasiment 8 pouces, je bouge de 5, je focus, donc j'ai fait, 8 et 5, j'ai fait 13 pas, j'ai focus et à la fin de mon activation, à la fin du tour, pardon, je vais faire un délit poursuite pour me rapprocher encore de 4. Donc au début du tour 2, je pourrais, à peu près dans, 90 des cas, faire un leap, un move, une charge et aller éclater un support ou à une figurine un peu sensible, qui va se trouver vraiment très, très loin, en faisant une attaque dégâts max plus un critical strike, grâce à la Soulstone Cache et sortir, 7 dégâts sur un support et pouvoir sortir un gros Enforcer ou un gros Skimrunner ou quelque chose et priver l'adversaire instantanément d'une activation, de 2 actions et de beaucoup d'actions, en fait, finalement. Mmh. Pareil pour Cédra, un petit peu dans cette logique-là. Donc on a vraiment ces 2 flanqueurs-là qui vont apporter une énorme menace très loin sur la table et puis effectivement, le reste, ça va être, bah, d'essayer de ralentir le plus possible l'adversaire. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est pas slow, qui est pas dans l'aura, bah, essayer de le mettre slow dans l'aura et de jouer un peu la course contre la montre finalement, à l'activation, quoi. Mmh mh. Ça marche et alors du coup, maintenant, on arrive un peu au moment où, bah, c'est quoi qui te gêne? Donc tu as dit, il y a des questions de déploiement. Parce qu'effectivement le crew aime pas beaucoup bouger et quand on est en diagonale, bah, les comment dire? Les stratégies, dans les coins, bah, c'est souvent bien loin. Le Mmh. golem aussi, c'est quand même une pièce bien centrale donc s'il meurt, hein, c'est quand même compliqué. Donc j'imagine que contre des masters à la Leviticus, qui peut faire, 4 dégâts irréductibles en tirant, bah, c'est un peu, embêtant. Qu'est-ce qu'il y a qui te, c'est quoi les trucs à faire gaffe en fait, hein? Les trucs à faire gaffe, ouais, c'est les quelques masters qui vont être capables de sortir des dégâts irréductibles. Donc là-dessus, tu l'as cité, il y a Leviticus qui va même pouvoir le faire à distance. Il y a, un peu pêle-mêle comme ça, il y a comment, elle Il y a Jedza 2 je crois? exactement, j'allais dire la mamie préférée de Robin, Jedza 2, qui est capable d'envoyer des marqueurs sur soi et bah, en plus on le fournit avec des marqueurs, Ice Pillar, qui va pouvoir envoyer des marqueurs et sortir beaucoup de dégâts irréductibles et en une activation, elle est capable de tuer un golem. Donc ça va être, extrêmement dur de la contrôler et de se protéger de ça. Voilà, tous ces masters qui vont être capables de liquider un golem, notamment à distance, sans que ça leur coûte rien, ça va être pénible. Heureusement, il y en a quand même vraiment pas beaucoup dans le jeu.
Oui. Mais ça va être, voilà, ça va être des dangers qui vont être importants, qu'il faut connaître, analyser et qu'il va falloir beaucoup contrôler. Un Leviticus, c'est assez facile finalement de, le push de 4 slow en arrière, de lui mettre des pylônes pour l'empêcher de bouger et d'essayer de s'en prémunir un petit peu comme ça. Jeddah, c'est un peu plus compliqué, elle a un petit peu plus d'armes. Mais voilà, on va être vraiment dans le surcontrôle de cette grosse menace adverse et si finalement il y a une grosse menace, bah, la spécialité de Rasputina, c'est de contrôler. Donc on va pouvoir un petit peu faire ça. Mais ça va être dangereux. Ce qu'elle va pas du tout aimer non plus, ça va être tout ce qui va être anti-soin. Si le golem, il se fait anti-soin, finalement, la surenchère de petits dégâts, de petits pings va finir par lui coûter très cher parce qu'il pourra pas se reform from ice, il pourra pas se faire soigner par les Silent One, donc ça va être, sur le long terme, vraiment très pénible. Ça reste un modèle avec uniquement 4 de défense, donc beaucoup de petites attaques vont passer. Exactement. C'est là où l'adversaire, s'il va commencer à multiplier les petites attaques, ça va coûter trop cher, parce qu'on ne pourra pas tout défendre, on va pas utiliser Soulstone tout le temps, on est assez limité sur ces ressources-là, donc il va pouvoir le grappiller. La force, c'est que si l'adversaire prend trop de ressources sur le golem et qu'il me suffit d'une ou 2 actions de Silent One ou de la gratuite du golem pour le soigner, l'adversaire est perdant. S'il a dépensé, 4 actions critiques pour essayer de le tomber à mi-PV et qu'en 2 actions je le remonte, c'est gagné pour moi. S'il arrive à me le sortir, tour 2, c'est ou début de tour 3, je vais vraiment grincer des dents, quoi. Ouais. Mais heureusement, c'est vraiment pas facile de le faire et il faut que l'adversaire ait un vrai plan de jeu ou dès qu'il dépense vraiment des ressources, quoi. Mmh. Tu disais aussi tout ce qui est, les adversaires que tu ne peux pas déplacer, ça t'embête un peu et l'incorporel, donc Évidemment. ce qui ignore le hasardous. Du coup, comment tu gères des crews, à la Tara ou à la Jackdaw qui sont, complètement incorporels? Eh bah, il va falloir essayer de taper plus fort qu'eux. C'est-à-dire qu'un crew de Jack Do, ça tape très fort. Bah, je vais essayer de taper encore plus fort. C'est-à-dire qu'effectivement, le golem ne va plus être un mec qui hasardouce, ça va être un mec qui, tape à 4 à 4-5-7 ou enfin qui va taper à 5 d'entrée de dégâts minimum, sur un truc qui est slow à côté d'un pylône. Donc, ça va devenir un beater, énorme et on va essayer de le jouer plus comme ça, en étant très contrôle et très damage dealer, vraiment en pur, ce qui est assez compliqué parce qu'on n'a pas les ressources. Donc il va falloir s'adapter et c'est par exemple parfois sur ces match-up là, qu'il va peut-être falloir switch sur la 1 et changer de plan de jeu en disant: «OK, bah, je peux pas t'avoir avec Laura Lazardous et le gameplay de Rasputina 2, et bah, allez, je vais changer sur le gameplay de Rasputina 1 et essayer d'être encore plus cancer sur les conditions». Parce que Rasputina 1, elle va mettre, du slow et du staggered, elle va multiplier encore plus les pylônes, elle va gêner encore plus l'adversaire, voilà, elle va être encore plus dans le contrôle mais moins dans le dégât direct pur. Donc ça va être un petit peu différent par rapport à ça. Ouais, Rasputina, on peut en parler vite fait, elle est assez différente de la 2. Elle garde, Ice Mirror. En revanche, ses actions sont complètement différentes. Elle a plus d'attaque de mêlée, elle a toujours un tir, par contre ça ne déplace plus les adversaires, mais ça fait plus de dégâts. Ça fait 2, 3, 4, mais +1 si, c'est à côté d'un pilier de glace, donc en fait elle tire à 3, 4, 5. Elle a un trigger qui slow mais qui n'est pas intégré, et son action, on va dire, signature, c'est une shockwave, à 6 pouces, de mouvement 14, ce qui est pas mal, pour donner slow et staggered, et ça soigne les alliés et avec, des triggers sympas, notamment un qui permet de le refaire, donc elle peut faire 4 shockwaves dans le tour et sa bonus, c'est une bonus qui, permet en fait de pousser un pilier de glace et de prendre des alliés qui étaient à côté au début du mouvement et les placer à côté à la fin du mouvement. Do Ça peut faire gagner énormément de ça peut déplacer très, très loin, sauf que le TN est de plus en plus grand, plus on place d'alliés. Donc généralement, c'est pour se déplacer elle-même, parce qu'elle n'a que mouvement 4 et elle a absolument aucune envie de faire des walks, surtout sans attaque de mêlée. Par contre, elle a un autre avantage, oui, c'est que, en gros 3 fois par tour, à chaque fois qu'elle défausse ou qu'elle triche, elle peut repiocher une carte. Donc elle cycle beaucoup plus sa main que la 2. Ça lui donne virtuellement 3 cartes en plus, dans la main et bah, son gameplay, ça va être soit, elle tire pour, tuer une cible près d'un pilier, avec un tir à dégâts minimum 3 qui blast, dès le minimum, soit, bah, poser beaucoup de shockwave, donner slow stagger à tout le monde
et poser beaucoup de piliers partout pour empêcher les adversaires de passer. Ah oui, règle importante que j'ai oubliée, quand un adversaire s'active à côté d'un pilier, avec la 1, soit il défausse, soit il gagne slow, mais s'il a déjà slow, il ne peut que défausser. Parce qu'on peut pas choisir une option qu'on n'est pas capable de réaliser. Donc l'idée c'est que si tous les adversaires ont, des piliers à côté d'eux, bah, dès qu'ils s'activent, soit ils ont slow, mais s'ils ont slow, ils peuvent en gros que slam ou faire un mouvement. Si, ils ont pas envie, bah, tu manges la main de l'adversaire. Si en plus tu as réussi à donner du slow à plusieurs cibles avec une shockwave, bah, l'adversaire est obligé de se défausser et en fait son gameplay c'est vraiment, l'idée de, je mets, des piliers partout, 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 je te mets slow à tout le monde, je te fais défausser toute ta main, tu es slow, tu es stagger et en fait l'adversaire peut pas avancer sur la table. Donc elle va pas chercher à tuer, mais elle va vraiment chercher à bloquer l'adversaire loin de dans sa zone et bah, juste, faire en sorte que ce soit impossible pour l'adversaire d'avoir suffisamment d'actions pour, marquer ses points. Ouais, c'est ça, hein, le but finalement, c'est de faire en sorte que l'adversaire s'amuse le moins possible, hein. Une fois qu'il a plus il peut plus bouger, il est slow, Oui, il a alors là plus de mouvement, il a des pylônes et il a plus de mains, c'est voilà, c'est le but de Rasputin 1, c'est de dégoûter l'adversaire du jeu et et GG quoi. ouais, il y a pas beaucoup de gens, contre qui je l'ai joué qui, s'est beaucoup amusé pour la partie, c'est vrai. Ah, c'est infâme, hein, c'est comme je dis Ouais. souvent, si tu encore ami avec ton adversaire à la fin de la partie, c'est que tu as pas bien joué Rasputin 1, c'est pas possible. Donc oui, elle est, bah, du coup, elle a pas a moins besoin du golem, on va dire, puisqu'elle, elle a pas ce jeu de placement-déplacement et donc bah, contre, des crews contre lesquels le hasardou c'est pas efficace du tout, bah, elle peut éventuellement s'envisager. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a, d'autres modèles que tu envisages un peu pour la liste, pour, tester, pour faire évoluer? Ou est-ce que vraiment c'est, le truc auquel tu es arrivé et tu varies vraiment jamais? Ouais, cette liste-là, à mon sens, c'est un peu l'aboutissement d'1 an et demi de de train sur Rasputin 1, hein, quasiment. J'étais parti sur Arcanist à un moment pour rejouer, Sandeep, Colette et tout ça. Rasputina était pas très joué et quand, j'avais commencé à la jouer au milieu de GG3, je tâtonnais un petit peu, je mettais un peu des Calguest, je comprenais pas forcément trop le crew et quand j'ai commencé effectivement à plus, développer ce setup autour du golem, du hasardous et tout ça, et que Cedra notamment est arrivé dans les nouveautés là, il y a 1 an et demi. J C'est vraiment la liste sur laquelle je tourne à 100 des cas et c'est ce qui m'apporte vraiment le plus de facilité de jeu et de taux de victoire finalement, un peu tout confondu, quoi. Après, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut sortir sur n'importe quel scénario. Il y a, des masters qui sont capables de un peu tout prendre. Non, elle, c'est une super spécialiste, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement forte en Raid the Vault, en Cloak and Dagger, mais elle va avoir beaucoup de mal sur un plante explosive, par exemple, parce que, bah, typiquement, elle va pas pouvoir relayer la pose de bombe à travers les pylônes, elle va devoir y aller elle-même. Or, elle a pas envie de bouger, donc c'est vraiment pas son gameplay, quoi. Non, là, elle a que 2 modèles, qui peuvent poser des bombes efficacement, c'est le Blest et Sightless Snow et tous les autres ont envie de pas bouger, en fait. Exactement, donc ça va pas être son gameplay et sur le Stuff the Ballot, au début, je la jouais beaucoup, un peu tout le temps et je me suis rendu compte que, bah, vraiment, elle aimait pas le déplacement, enfin, le déploiement diagonal du Stuff the Ballot parce que les 2 pylônes qui sont aux 2 extrémités, elle peut juste pas les gérer. C'est vraiment trop éloigné. Elle est très centrale, elle va très loin, mais elle a quand même une portée limitée au bout d'un moment et elle peut pas, poser un pylône de chaque bout, à chaque corner de la table et tout contrôler. Donc c'est vraiment trop grand pour elle. Et ça, je vais préférer, une Colette, par exemple, qui va avoir plus de capacité d'éclatement, plus rapide, et qui va pouvoir aller, mieux gérer ces scénarios-là. Donc elle va être vraiment très forte, mais très centrée sur des scénarios très précis. Et pareil au niveau des choix des schemes, je vais, éliminer quasi systématiquement tout ce qui va me coûter trop d'actions. Dès qu'il va falloir poser plein de schemes, ou dès que ça va être, compliqué, je vais abandonner l'idée et je vais préférer, des choses beaucoup plus simples. Par exemple, un Sweating Bullet, c'est parfait. On fait un Sweating Bullet golem, son boulot, c'est d'être au centre de la table et d'engager un henchman. Bon, bah, c'est le jeu de Rasputina, en fait, hein. C'est je pose mon golem au centre de la table, dans les 6 pouces et j'attrape un henchman adverse ou un master et je le fais venir sur le golem. Donc c'est vraiment faire le jeu de la master. Pareil, quelque chose qu'elle aime beaucoup au niveau des schemes, c'est un deliver a message
qu'on va pouvoir faire à côté à travers un pylône de glace, par exemple. Et très souvent, quand le master, on est sur un master qui est assez central ou un peu mobile, qui va venir se rapprocher un petit peu, il y a toujours ce moment assez délicieux où je vais poser un pylône de glace avec la Silent Snow, avec la Silent One, pardon, et dire, bah tiens, j'ai un message pour toi à 10 pouces de distance du master. Ouais. Donc il y a des schemes comme ça qui vont être très ciblés et très efficaces, mais il va falloir effectivement les identifier, les connaître et la jouer en super spécialiste, quoi. En fait, tout ce qui est pose de skip marker, c'est généralement pas fou, parce qu'il y a que Sightless Snow qui fait ça très bien et le reste, bah, tu pas forcément au bon endroit, faut tu engagé, c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Ah bah, à la limite, il y a vraiment que le Protected Territory qui est relativement OK. Il y a 2 schemes à poser. Il faut qu'il y ait juste pas d'adversaire à 3 pas. Bon, ça va et le dernier point, c'est, 2 schemes à poser aussi avec un copain dans les 3 pas. Donc ça va, elle va pouvoir le faire assez facilement. Mais tout ce qui va être espionnage, enfin, pardon, espionnage, ça va, c'est sur la ligne centrale et dans le déploiement adverse, je peux le faire aussi. Mais tout ce qui va être, comment, Il y a dans les coins Power Ritual, il y ouais, a, Power Ritual et là où on va en avoir plus que ah, l'adversaire. Information Overload. Voilà, exactement. Et sur Information Overload, si j'ai plus de schemes à poser que l'adversaire, non, là, c'est vraiment pas mon jeu, hein. Surtout qu'il va y avoir des crews qui le feront 1000 fois mieux. Donc tout ça, je pourrais pas prendre. Un Death Debs, ça va. Je dois kill à côté d'un pylône de glace et d'un scheme. Les pylônes de glace, ils se poseront naturellement. Finalement, j'aurai que l'effort à un moment de poser un scheme et de kill quelque chose. C'est OK. Ça se fait très, très bien. Oui, surtout que tu peux choisir les stratégies en plus, Oui, en plus, au besoin. ouais. Donc en fait, ouais, c'est vraiment, au moment de faire la partie que tu regardes la stratégie, le pool de schemes, le déploiement et que tu te dis: «OK, là je peux jouer Rasputina, elle va briller et elle va être super forte» et quand la situation s'y prête pas, bah, tu joues autre chose. Ouais, exactement. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et au début, pareil, je tâtonnais un petit peu. J'essayais notamment sur les plantes explosives de me recycler avec la 1 et il y aura mieux dans la faction. C'est-à-dire que oui, la 1 avec Cédra, avec le Blest, avec, le fait qu'elle puisse se projeter un petit peu, elle va pouvoir le négocier un petit peu, mais voilà, prenez une Colette, prenez un Sandip, ça le fera mieux en fait. Juste, ils iront, plus vite, plus loin, ils seront plus efficaces pour ça. Oui. Non, non, c'est sûr, Juste pour revenir éventuellement un petit peu, sur ce qui embête, pour parler un petit peu de counter par rapport à la master, enfin par rapport notamment au crew parce que c'est important de savoir vraiment comment le gérer. Il y a les choses qui vont vraiment la façon de contrer un crew comme ça va vraiment, il va y avoir plusieurs choses. Déjà, un crew qui aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'actions, c'est-à-dire un swarm, qui va être vraiment très éclaté, très éparpillé. Ça va être compliqué pour Rasputin à gérer parce que juste il y aura trop d'activation en face. Je pense à, Sol, à Simon, de Dijon qui a, un crew Nekima, qui a, 13 ou 14 modèles sur la table, où, le plus fort des modèles, ça doit être un chien qui peut en invoquer un autre. Voilà, enfin je vais passer énormément d'actions et de ressources d'un modèle élite pour aller tuer un chien ou un Young Nephilim ou un truc qui vaut que dalle. Et c'est pas possible, j'aurais jamais la capacité de gérer quelque chose comme ça et je vais me faire, complètement déborder de tous les côtés en termes d'action et il scorera beaucoup plus facilement que moi. Alors oui, le moindre truc que je vais choper, je vais le tuer, mais ça suffira pas en fait, il y aura trop. Donc vraiment, aller chercher plus d'action et plus de mobilité qu'un crew comme ça peut permettre de passer à travers. Ouais, c'est sûr, bah, Rasputina, ça brille contre, de l'élite, enfin des crews qui ont pas, des masses d'actions parce que, bah, le peu d'actions qu'ils ont, tu leur manges. Mais, enfin même là, en fait, souffre un peu contre les swarms parce que, bah, c'est trop facile quand tu as autant de modèles comment dire? De péter des piliers, d'avancer où tu veux et de marquer tes schemes. Ouais, complètement. Autre chose qui va être très handicapant pour elle, c'est, au niveau des conditions. C'est-à-dire qu'elle ne va absolument pas pouvoir gérer les conditions et autant les stuns, elle va perdre les triggers, elle va perdre éventuellement les gratuites, mais on s'est rendu compte à la lecture qu'elle avait pas forcément énormément de gratuites qui étaient très intéressantes. C'est beaucoup, bah, je mange un corps et je me soigne. Bon, bah, si je l'ai pas, c'est pas très grave. Et au niveau des triggers, elle va évidemment avoir des triggers qui sont intéressants, mais beaucoup dans son gameplay, c'est je touche, je fais un minimum de dégâts et je déplace naturellement. C'est pas un trigger de déplacer. Donc finalement, pour certains modèles, même si je suis stun, je pourrais toujours, bah, te tirer dessus.
faire des dégâts, te push et te refaire des dégâts. Donc c'est pas ce qui va l'handicaper le plus. Par contre, stun un Blaze of December ou Rasputina elle-même, ça va être très compliqué parce que eux, ils ont des triggers et des gratuites qui sont très importantes et très intéressantes. Elle a une incapacité, mais absolument totale, à gérer la moindre condition. Donc, multiplier ces conditions-là, ça va vraiment commencer à l'handicaper. Et une de celles qui va l'handicaper le plus, enfin les deux qui vont l'handicaper le plus finalement, c'est le slow et le staggered. Donc c'est en fait finalement retourner un petit peu son jeu contre elle, quoi. Encore une fois, comme elle est très élite et qu'elle a très peu d'action, la slow, c'est lui faire perdre encore de ce pool d'action. Et la staggered, bah, ça lui fait perdre de la vitesse et en plus, elle ne pourra pas bouger ses copains. Or, comme c'est un crew qui adore bouger ses copains pour gagner des shields et ainsi de suite, ça va vraiment énormément l'handicaper dans sa capacité de déplacement et de gestion finalement du terrain. Mmh mh. Autre chose, pareil, encore 2 trucs à mon sens qui vont être embêtants. Finalement, jouer sur le même créneau qu'elle, à savoir le hasard douce, c'est quelque chose qu'elle va avoir un petit peu du mal à gérer. Arriver à gérer chez moi, à poser des hasards douces, de feu, des Hungry Lands pour les Neverborn, des trucs qui vont me grignoter au fur et à mesure pour chaque action, chaque push. Comme je vais pas mal faire d'actions sur place finalement, j'aurai pas une capacité à sortir de ces hasards douces qui sera très forte. Donc, me cantonner chez moi avec du hasardous, ça va énormément me gêner parce que bah, ça va énormément gêner Rasputina, parce qu'elle va, mourir à petit feu un petit peu toute seule dans son coin, et ça va pas mal l'embêter. Et dernière façon vraiment de la gérer finalement, ça va être, de l'engager. Alors c'est assez dangereux de l'engager parce que si on l'engage dans le hasardous, du golem, ben, on risque juste de mourir. Mais arriver à contourner le golem et aller directement droit dans la backline pour engager la Silent One, pour engager, les modèles, par exemple le Snowstorm, s'il est engagé à MZ2, bah, il peut pas tirer, faire sa shockwave parce que ça reste un tir. Rasputina, si elle est engagée, pareil, elle peut pas faire sa shockwave, donc elle va devoir faire, passer par une action de corps à corps pour push l'adversaire, pour se désengager. Bon, voilà, ça va tout de suite, le fait de jammer, certains modèles assez précis comme ça va être, assez embêtant. Donc là, c'est jouer avec le feu, parce qu'il faut pas non plus se retrouver dans la faut pas non plus se retrouver dans le hasardous du golem en venant, tout droit dedans, mais ça va forcer Rasputina parfois à reculer un petit peu, à se retourner, à gérer quelque chose qui est dans sa backline. Or, elle, ce qu'elle préfère, c'est gérer ce qui est devant elle et ce qui va aller tout droit sur le golem, quoi. Mmh. Est-ce que tout ce qui est, comment dire? Distracted et cancelling et tous ces choses-là, en fait, qui mettent des flips négatifs, c'est pénible parce qu'elle a pas forcément de moyens de se mettre des flips positifs. Focus, bah, ça coûte des actions et tu pas forcément les stones, enfin, en tout cas, la masse de stones nécessaire pour garantir des attaques en te donnant des flips positifs. Ouais, complètement, effectivement, tu le soulignes, c'est quelque chose qui va a assez rapidement l'handicaper. Alors une zone de concealing, elle va pouvoir un petit peu passer à travers parce que la pose de pylône fait que elle va pouvoir cibler un pylône qui se trouve dans le concealing ou à travers le concealing ou à côté du conceal et passer à travers. Par contre, une figurine qui donne un conceal en zone ou qui a la règle de conceal, ça va commencer à beaucoup plus l'embêter parce qu'effectivement, si elle doit dépenser un focus, et une action pour juste faire, à la place de juste faire une action classique, bah, ça lui coûte trop de ressources. Donc là, ça va bien l'handicaper, ouais, tu raison. Mmh. Voilà un petit peu pour les trucs qui vont, pas mal la gêner. Je sais pas si tu avais d'autres questions par rapport à ça? Non, pas plus que ça. L'idée, c'était vraiment, bah, d'orienter, vas-y, c'est la première partie avec Rasputina, qu'est-ce que je fais avec mes modèles? C'est quoi mon plan de jeu global et bah, à quoi faut que je fasse gaffe? Et bon, bah, j'imagine que si c'est, vraiment la première partie, bah, si en fait, le choix de Rasputina se fait, bah, en fonction de la strat et du scénario, bah, et du master, je veux dire en face, bah, tant pis, c'est fait, quoi. Donc non, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas de ce que j'avais envie de parler. Je sais pas Ouais. si toi tu as des choses que tu as envie de raconter sur, Rasputin en particulier? Bah, là, on a quand même pas mal fait le tour. On n'a pas évoqué des modèles comme, Bashi ou le Calgeist, qui sont des modèles aussi du mot-clé un petit peu à côté. Mais, moi, par exemple, que je vois plus avec la 1, typiquement, le Calgeist qui est lui-même considéré comme un pylône de glace, bah, on voit qu'il a vachement plus d'interaction avec la 1. Comme, la 1 a pas forcément besoin du golem, bah, une bonne alternative, ça peut être Bashi, il y aura des choses à faire avec.
ça restera un bon beater qui va aller assez loin et qui va pouvoir faire des choses. Donc voilà, plus dans une idée de recyclage de la 1, d'aller chercher les autres modèles un peu alternatifs, ça me semble OK, mais avec la 2, ouais, on est sur les modèles du crew qui vont être complètement OK, quoi. Ouais, ça marche. Bah, même avec la 1, en fait, j'ai tendance à pas tellement jouer, ces modèles-là Ah ouais? et à plutôt préférer ouais, parce qu'en fait, oui, les Calegeist, sont sympas, mais au final, tu besoin de beaucoup de setup et dans la faction, on a pas mal d'autres modèles, qui sont pratiques, Oui, et qui je font vois où pas tu mal veux en de venir. choses. Donc c'est un peu le, voilà, heu, donc bon. Non, le mot-clé a certains trucs un peu moins bien, mais il a des choses extrêmement fortes, en fait, tous les modèles que tu joues, c'est un peu les meilleurs modèles du mot-clé globalement. Ah oui, on est sur un very best of, hein, je pense. Mmh mh. Et beh, écoute, dans ce cas-là, terminons là-dessus. Merci à toi pour ton temps Pas de rien, avec plaisir. et puis, bah, à une prochaine. Salut tout le monde.